Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, disait le révolutionnaire Saint-Just. Comment ne pas se souvenir de cette phrase actuellement, toute proportion gardée, lorsque l'on voit les récentes polémiques concernant la liberté d'expression qui agitent notre société? Ne serions-nous pas tombés à nouveau dans une forme de censure de ceux qui ne pensent pas comme il faudrait penser? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune. Charlotte Dornelas, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et éditorialiste sur CNews. Et Geoffroy Lejeune, vous êtes, quant à vous, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles depuis 2016. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue à l'ICEP. Alors, nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir une pensée pour ce professeur d'histoire assassiné par un islamiste pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. Pensez-vous que l'islam et la liberté d'expression sont essentiellement antinomiques? Je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais en tout cas avec cette affaire, ce que je me dis, c'est que, déjà merci pour votre invitation, pardon, c'est qu'en fait l'islam c'est une loi. En fait on est en train de redécouvrir que l'islam c'est une loi avec ses préceptes et qu'il faut les respecter, et qu'en l'occurrence la loi française qui permet le blasphème, la caricature, etc. Est en opposition avec la loi coranique en réalité, et que c'est insupportable à certains musulmans. Donc en fait je pense que ce qu'on a vécu là, c'est juste des gens qui veulent faire appliquer un peu en avance la charia en fait. Et dans le cas de ce professeur, quelqu'un qui n'a pas supporté, enfin un parent d'élève qui n'a pas supporté que cette caricature puisse être montrée dans la classe de son enfant, et quelqu'un qui s'est chargé de lui rappeler en lui coupant la tête en réalité quelle loi il fallait appliquer pour être un bon musulman. Donc je ne sais pas si c'est une question de liberté d'expression, je pense que c'est plus une question d'opposition en fait de lois, de deux systèmes de pensée, de deux systèmes de valeurs, et qui bon là a pris la forme d'un attentat, qui prend plein d'autres formes dans plein d'autres endroits et moments dans notre société, qui se vérifie sur d'autres plans, sur le plan du mode de vie en fait en réalité, et c'est beaucoup plus quotidien et c'est beaucoup plus prégnant moi je trouve, et donc je pense que c'est ça qu'on a vécu, c'est le télescopage entre ces deux mondes qui ne peuvent en fait pas cohabiter quand les deux lois sont réellement appliquées l'une et l'autre. D'accord, merci. Justement, quelle est votre conception de la liberté d'expression? La conception de la liberté d'expression, c'est le pouvoir de s'exprimer librement, en fait, si on inverse les termes. Après, la question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de s'exprimer, en fait, dans le pays. Alors, bon, d'abord, la liberté d'expression est elle-même encadrée. On vit dans un pays où la liberté d'expression est encadrée par la loi, d'une part, et beaucoup plus largement, en tout cas sur les terrains qui nous occupent aujourd'hui, elle est encadrée parfois par la peur, et on l'a vu dans l'éducation nationale, c'est peut-être ce qui a été le plus frappant, en fait, c'est de voir à la fois la nébuleuse qui a abouti à ce que un homme soit désigné au couteau en fait d'un islamiste. Peut-être que la nébuleuse qui a agi n'aurait pas elle-même coupé la tête de ce professeur, mais il se trouve qu'elle a été désignée pour ça. Et mis en cause aujourd'hui, on nous dit que ce cours traitait de la liberté d'expression. En l'occurrence, je crois qu'on se trompe, on nous dit soit la laïcité, soit la liberté d'expression. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, ce prof rappelait qu'il y a quelques années, des hommes, des journalistes en l'occurrence, étaient morts pour avoir dessiné ces caricatures. Donc on en revient à la question de qu'est-ce qui gouverne en fait par rapport à ce qui est dit ou pas. Et on voit bien que dans l'éducation nationale, il y a eu à la fois il y a beaucoup de professeurs qui ont parlé depuis, qu'on dit en fait on s'exprime pas par autocensure la plupart du temps. Il y a plusieurs sondages qui sont sortis disant qu'il y avait une proportion extrêmement importante aujourd'hui dans le pays de gens qui ne parlent pas par autocensure. Et je pense que c'est pour en arriver là, c'est que c'est l'autocensure aujourd'hui qui nous menace le plus, beaucoup plus que la censure. Oui, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire par rapport à la loi, c'est une restriction. Mais de manière beaucoup plus large, en tout cas sur le sujet qu'on vient d'évoquer, c'est pas du tout la loi qui nous contraint, c'est soit la peur de la mort sociale, soit l'uniformité des mondes médiatiques et politiques sur certains sujets, qui fait que quand on sort du chemin, on est désigné alors jusqu'à maintenant, on était désigné à une mort sociale. Là, on a vu que le professeur a été désigné à la mort tout court. Donc forcément, il y a à la fois des gens qui ont peur, d'autres qui se restreignent sur ce terrain-là, et c'est d'autant plus important justement de réfléchir. Être libre, moi je pense pas que ça veut dire dire ce qu'on veut en permanence. En fait, pour répondre directement à votre question, ça veut pas dire simplement dire ce qu'on veut par plaisir de dire ce qu'on veut. C'est réfléchir et comprendre ce que sont les choses et à quel moment est-ce qu'on a identifié que quelque chose était vrai. En tout cas, on le pense, soit par expérience, soit par réflexion, et accepter de le dire tel que c'est parce que c'est vrai en fait. La recherche de la liberté, elle est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'elle est que la vérité elle-même est relative dans la société. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend à la fois de
de la définition de la liberté et de ce qu'il est possible encore de dire dans le pays. Mais ma conception, en tout cas, elle est directement liée à la définition même de la vérité, en fait. D'accord, merci. Au vu de la faible représentation des idées conservatrices dans les médias publics, peut-on encore penser librement en France ? Moi, je dirais que oui, on peut encore penser librement. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui en apportent la preuve. C'est-à-dire qu'en fait, on a une production intellectuelle, philosophique, littéraire, même sociologique, etc. En France, qui est relativement pléthorique. En fait, on a de quoi se forger des opinions librement, en entendant globalement à peu près tous les courants de pensée. Moi, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Après, la question, c'est celle de l'écho qui est donné aux idées conservatrices, puisque c'est votre question, dans le monde médiatique. Moi, je suis peut-être un peu béni oui-oui, ou peut-être un peu trop optimiste, mais en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux médias il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire quelques années après que Jean Sévilla a écrit un livre qui s'appelait Le terrorisme intellectuel, qui racontait en fait ce que la génération d'avant nous, avant Charlotte et moi, a vécu. Et j'ai tendance à penser qu'on a fait beaucoup de chemin déjà en réalité. Alors peut-être que ça pourrait être mieux, peut-être que par exemple sur les médias publics où le pluralisme n'existe pas, on y arrivera un jour et tant mieux, ce sera une très bonne nouvelle. Mais après, dans l'absolu, en gros, moi j'ai commencé à m'intéresser aux médias dans les années 2010. Et à l'époque, quand j'allumais la télévision, que je regardais beaucoup, j'avais l'impression qu'à part Éric Zemmour, il n'y avait pas d'autres discours. J'entendais très peu de gens qui étaient un tout petit peu contre l'air du temps, contre les pensées préétablies qu'on était un peu obligé auxquelles on était un peu obligé d'adhérer. Donc du coup, je finis par me dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui s'opposent un peu au système médiatique en place, qui ont du temps de parole. Nous, on est par exemple très bien traités dans les émissions où on va. Moi, je sens une vraie volonté, en tout cas dans les chaînes privées dans lesquelles je travaille ou j'ai travaillé, de faire vivre le débat. Je pense que c'est une volonté sincère de gens qui disent on ne peut pas être complètement à côté du pays. Donc par exemple, j'ai commencé à travailler il y a quelques semaines à BFM TV et le patron de BFM TV m'a expliqué qu'il fallait que ce courant de pensée qui représente quelque chose dans la société française soit représenté à BFM TV parce que sinon BFM TV ne ressemblait pas à la France. C'est une démarche que je trouve extrêmement saine. En réalité, ce que m'a dit du coup Marc-Olivier Fogiel, je l'ai retrouvé chez beaucoup de patrons de grands médias et c'est je pense pour ça qu'on a nous le droit de s'exprimer aussi facilement. Donc en fait, j'ai tendance à croire qu'il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru, qu'on n'est pas au maximum, parce qu'en effet, quand vous écoutez France Inter, vous vous dites que vraiment, ils ont strictement rien à faire que les opinions contradictoires, en tout cas celles qui ne sont pas les leurs, soient représentées. Mais globalement, j'ai tendance à penser que ça va un peu mieux. Je pense qu'on doit d'ailleurs à des gens qui sont passés les premiers, comme par exemple Éric Zemmour, mais il y en a eu quelques autres, et qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas si irrespirable que ça d'être un journaliste conservateur dans les médias. D'accord, merci. Alors, c'est une question qui va faire un peu écho à la précédente. Je vous parlais de débat public. Pensez-vous qu'il est possible de régénérer le débat public à l'aune du politiquement correct qui envahit tous les espaces sociaux ? En fait, effectivement, ça rejoint la question d'avant. Est-ce qu'on peut penser librement ? On peut penser librement même quand c'est interdit. En fait, penser, il y a besoin de l'autorisation de personne et la liberté ne s'exerce pas par rapport au cadre qui nous est imposé et qui est extérieur. Et je pense que c'est important de dire ça en premier parce que sinon, on a tendance tous à se cacher derrière ce qui n'est pas une contrainte mais une lâcheté pour ne pas s'exprimer. Or, on est effectivement la preuve, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient être la preuve également que, en fait, beaucoup plus, et ça rejoint ce que je disais précédemment, beaucoup plus que de la censure, on a nous-mêmes, ou en tout cas ces idées-là, on fait preuve d'autocensure pendant des années. Ça ne veut pas dire que c'était facile, ça ne veut pas dire que c'est facile aujourd'hui de le faire, ça veut dire que c'est possible. Maintenant, peut-être qu'effectivement, c'est des idées qui sont moins représentées dans certains milieux. Elles existent en France aujourd'hui, ces idées, on n'est pas les seuls à penser de cette manière-là. Elles existent aujourd'hui. Peut-être que c'est beaucoup plus exigeant de les défendre parce que, effectivement, c'est pas un manque... comment dire, c'est pas non seulement un manque de contradiction, c'est un manque d'équilibre en fait. Le pluralisme n'est pas une victoire, c'est simplement le rétablissement d'un équilibre entre les paroles. Et c'est plus exigeant parce que c'est peut-être nouveau, effectivement, l'uniformité du monde médiatique s'est quand même brisée ces dernières années. Et du coup, ça demande peut-être plus de travail. Et il faut pas que nous, on ait la tentation de pleurnicher en disant que c'est beaucoup trop injuste parce qu'on nous en demande plus. Et il faut le prendre comme une occasion de se perfectionner en permanence. Et si c'est plus exigeant, ça nous oblige aussi à être beaucoup plus à la fois exigeants nous-mêmes dans notre travail, mais surtout beaucoup plus convaincants. Donc en fait, le retournement, il est important. Maintenant, il est acté. C'est vrai qu'on nous demande de venir, ce qui est un fait en fait. On ment pas quand on le dit. On nous demande de venir. On peut exister. On peut dire exactement ce qu'on veut. Et du coup, il faut prendre l'occasion de cette liberté qui nous est offerte pour
pour réfléchir intelligemment et pour justement avoir l'exigence de la recherche de la vérité, même quand tout le monde en doute, quoi. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut parler de débat public, par exemple sur les services publics, sur les chaînes de télévision? Non, effectivement, il y a ce pluralisme qui est rééquilibré dans certaines chaînes, a encore du mal à s'équilibrer dans les services publics, et c'est peu de le dire. J'en ai bien conscience, on a pris l'exemple de France Inter, on pourra en prendre d'autres, mais effectivement, il y a une uniformité qui est encore éclatante dans ces métiers-là, dans ces médias-là, mais il faut aussi prendre conscience que le débat, en fait, il faut se rappeler de ce qu'est le débat, en fait. Et aujourd'hui, justement, après 30 ans d'un modèle qui est purement relativiste, c'est-à-dire chacun ses idées, chacun ses opinions, chacun ses convictions, si la vérité n'existe pas, le débat non plus. Et c'est ça aussi le problème qu'il y a eu pendant longtemps, et c'est pour ça que je disais que l'exigence est absolument nécessaire, c'est que si chacun peut avoir son opinion, alors on ne débat plus ensemble, puisque le débat consiste à écouter la personne en face, à comprendre ce qu'on a en commun, à comprendre ce qui peut être convaincant dans son propos, et à essayer d'avancer ensemble vers ce qui est, alors de s'entendre sur des faits d'abord, de s'entendre sur des constats, ce qui n'est pas toujours évident non plus, et d'accepter de les voir comme tels. Et je pense qu'en fait le seul moyen d'arriver à un débat, enfin de parvenir un jour à ce que le débat se rétablisse partout dans la sphère publique, c'est de commencer par accepter qu'il n'y a pas d'objectivité du propos, en fait. Et on y reviendra peut-être dans une autre question, mais les journalistes, pendant très longtemps, on s'est dit en fait le rôle premier d'un journaliste, c'est d'être objectif ou neutre. Or les journalistes, en fait, au risque d'être extrêmement décevants, sont des hommes et des femmes comme les autres, avec des opinions, avec une éducation, avec un regard, avec une histoire. Et donc quand on regarde les choses, quand on rencontre des gens, on entend aussi ce qu'on peut entendre. C'est pas forcément de la malhonnêteté, mais c'est précisément parce qu'on a un regard des idées et un regard sur les choses ou sur les personnes qu'il faut absolument du pluralisme, parce que les différences de regard, elles existent aussi dans la société. Donc je pense qu'avant de rétablir le débat, il faut rétablir le sens des mots. Donc c'est pour ça que je disais que l'exigence qui nous est faite aujourd'hui, elle est absolument nécessaire. Et plutôt que de se dire que le débat est difficile, il faut prendre tout ce qu'on nous offre aujourd'hui, et honnêtement, on nous offre quand même beaucoup de choses, pour en profiter pour le faire correctement. Et puis après, il y a aussi un jeu d'audience pure. Geoffroy parlait à l'instant d'Éric Zemmour. Si Éric Zemmour continue à se maintenir aussi bien dans les médias, c'est aussi parce qu'il a une audience incroyable et que les gens découvrent qu'il y a beaucoup de gens en France qui se retrouvent dans ce qu'il dit. Donc c'est aussi qui a battu son record d'audience. C'est ça, qui ne cesse de battre des records d'audience, parce que justement, il y a des gens qui attendaient aussi cette parole-là. Donc plutôt de vouloir dire il faut empêcher de parler tel ou tel, et nous peut-être parfois de tomber dans ce travers-là, il faut au contraire travailler pour apporter la contradiction, et c'est comme ça qu'on pourra restaurer les conditions même du débat. D'accord. Vous parliez d'autocensure tout à l'heure. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que l'on a encore le droit de dire tout ce que l'on veut, peu importe qui l'on est? Ou au contraire, est-ce que cette liberté d'expression, elle n'est pas aujourd'hui conditionnée à notre couleur de peau ou encore à notre bord politique? En fait, bien sûr qu'il y a un deux poids deux mesures dans la manière dont le débat se passe, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de dire, je prends un exemple très récent, après l'attentat de la semaine dernière, on a sur le service public, sur France 5, un éditorialiste qui s'appelle Patrick Cohen, qui est depuis très longtemps dans les médias, il a fait la matinale d'Europe 1, celle de France Inter, qui fait partie, disons, des grandes figures qui décernent des brevets de bien-pensance ou pas, qui disent qui on a le droit d'écouter, qui on n'a pas le droit d'écouter, et qui a fait ça pendant des années, qui fait un édito remarquable, mais qui fait un édito pour dire pendant des années on s'est interdit de dire certaines choses au sujet de l'islam parce que ça faisait le jeu du Front National, c'est vraiment nul comme argument, etc. Ce qu'il a fait pendant des années. Alors, ne nous jetons pas sur lui, il faut plutôt saluer la lucidité tout à coup, plutôt que de dire que c'est trop facile. Mais en attendant, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, la presse entière applaudit l'édito de Patrick Cohen, et si vous, enfin en l'occurrence nous, on a dit la même chose avant, pendant des années, on s'est fait taxer d'islamophobie, on s'est fait taxer de faire le jeu du Front National, mais il y a encore 15 jours, on m'a accusé de faire le jeu du Front National à la télévision. Donc évidemment, en fonction de l'endroit d'où on parle, on n'est pas traité de la même manière. Après, moi, je considère que c'est pas grave en fait. Je vais citer une grande philosophe qui s'appelle Charlotte Dornelas, qui dit toujours en fait le journaliste en fait n'est pas objectif parce que c'est pas un objet. Donc il faut l'assumer en fait dès le début. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde de dire d'où on parle, de dire ce qu'on pense, etc. Et après, en effet, elle a raison. Ça nous oblige, nous, quand on est de là où on parle, de là d'où on vient et de notre famille de pensée, on est obligé d'être plus convaincant,
plus pédagogue, de prendre plus le temps, d'être plus posé, etc. On est obligé de faire un peu plus d'efforts. C'est un peu injuste, mais après tout, c'est la règle du jeu, on la connaît, on n'est pas en train de la découvrir, donc il faut, je pense, la jouer et puis jouer le match avec les règles qui nous sont imposées. Vous parliez justement de famille, comment dire, de pensée. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement une prime à la liberté d'expression pour des idées qui seraient dites plus progressistes ? Mais en fait, bien sûr, enfin, je veux dire, vu la composition des médias, vu la sociologie des journalistes, vu comment dire, la manière dont se fabrique l'information, vu aussi l'autocensure, vu la volonté de ne pas faire trop de vagues, etc. Quand vous êtes journaliste sur une chaîne d'info ou présentateur du 20h de TF1 et que vous tendez le micro à Jean Castex, vous êtes beaucoup plus serein que si vous le tendiez à Éric Zemmour. C'est une évidence parce qu'il va dire des choses globalement beaucoup plus consensuelles. Donc il y a une petite prime à ça. Encore une fois, c'est peut-être un peu injuste, mais en fait, ça fait partie du jeu. C'est aussi peut-être un peu notre boulot de changer les choses, et donc c'est pour ça qu'on se met une petite exigence justement ni de se laisser caricaturer, ni d'être caricaturable. Donc c'est pour ça qu'on fait un peu cet effort-là sur nous, parce que les règles du jeu, elles étaient comme ça avant qu'on arrive, et en fait, il faut qu'on les accepte. Merci. Je vous sens très optimiste, en tout cas. Presse papier maintenant. J'ai regardé le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. La France est 34e, derrière la plupart des pays européens, et le Suriname et la Slovaquie. Est-ce que la presse peut être libre, la presse papier en l'occurrence, malgré les subventions de l'État et l'appartenance à de grands groupes, tout simplement? Vas-y. En fait, c'est marrant parce que si on suit votre question, je comprends très bien pourquoi vous posez cette question, c'est le côté les oligarques qui mettraient la main sur l'information, etc. Oui. Sauf qu'en fait, si vous regardez ce qui se passe dans les médias, c'est en fait la plus grande censure, la plus grande fermeture d'esprit se trouve dans les médias publics. Et finalement, ce sont dans des groupes privés qu'on peut trouver une différence. Nous, par exemple, Valeurs Actuelles, on est, et heureusement pour nous, un groupe privé. CNews, où travaille Charlotte, elle travaille aussi à Valeurs Actuelles, en fait, il faut le rappeler de temps en temps. C'est aussi un groupe privé, et heureusement, puisque du coup, ça permet à un industriel, en l'occurrence Bolloré, d'avoir une stratégie, de l'assumer tout seul et de devoir rendre des comptes à personne. Donc finalement, ce qu'on peut déplorer à la limite, c'est qu'il n'y ait pas assez d'industriels qui se lancent dans les médias pour faire exister encore plus le pluralisme, etc. Mais à la fin, vous constaterez que c'est finalement là où il n'y a pas d'argent privé que la censure est la plus forte. Et que aujourd'hui, enfin il y a quelques semaines, il y a une journaliste de France Inter, je suis désolé, je ne fais pas de blocage sur eux, mais c'est eux qui font le plus souvent parler d'eux, qui fait une émission avec le patron du CSA en lui disant mais quand même, est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi le rôle du CSA de réguler le temps de parole des éditorialistes de droite, parce qu'il y en a quand même beaucoup à la télé, notamment sur CNews quand même, est-ce que c'est bien normal, etc. Et le patron du CSA répond oui, alors en fait c'est pas encore vraiment dans mes cordes, parce que en réalité nous on décompte le temps de parole politique. Elle lui dit oui mais là c'est de la politique qu'ils font, parce qu'en fait ils ont un projet politique, ces éditorialistes. Et il dit oui il faudrait y travailler peut-être, machin. Donc en fait on est dans une situation où une journaliste payée par nos impôts, qui ne fait pas exister le pluralisme sur ses propres ondes, reproche à quelqu'un qui est censé être le gendarme du PAF que des gens essaient de rééquilibrer le temps de parole dans le débat public. Donc c'est extraordinaire, et moi je vous dis ça vient pas des oligarques, ça vient pas de l'argent privé, ça vient vraiment des gens qui sont payés par l'État, donc par nos impôts. D'accord, merci. Les réseaux sociaux occupent une place prédominante aujourd'hui dans la société. Et selon vous, quelle place ils sont amenés à jouer dans le débat public, et vont-ils remplacer complètement la presse traditionnelle ? Non, ils ne la remplaceront pas. Maintenant, ils l'influencent évidemment en permanence. Moi, tous les débats autour des réseaux sociaux, on en a encore parlé après l'attentat de l'autre jour, parce que effectivement les vidéos d'attaque de ce professeur ont été notamment relayées sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on oublie une seule chose, c'est que les réseaux sociaux ne sont que des outils en fait. Donc ils sont très révélateurs de ce qu'est la société aujourd'hui, à la fois dans la violence qui peut exister dans les échanges virtuels en l'occurrence, mais s'imaginer qu'en fait les réseaux sociaux, on va pouvoir soit les contraindre, soit leur donner exactement la place qu'on souhaite, soit rêver qu'ils soient ce qu'ils ne sont pas, c'est pécher par irréalisme et donc perdre encore du temps. Les réseaux sociaux existent tels qu'ils sont, ils échappent complètement au contrôle à la fois de l'État, alors au nôtre, imaginez bien que c'est même pas une question. Donc en fait, ils existent aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'ils vont remplacer la presse? Non, parce que d'abord ce serait déjà fait s'il le fallait. Ils l'influencent parfois pour le meilleur, parce qu'il y a aussi, je pense, les réseaux sociaux ont participé justement
comment dire, de la fin de l'aveuglement sur l'uniformité du monde médiatique, parce que précisément tout à coup, il y a des gens et plusieurs personnes, et parfois des groupes de personnes qui ont dit mais pourquoi vous parlez jamais de ça, et les médias sont obligés de regarder ce qui se passe vu l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux. Donc ça a parfois servi pour de bonnes raisons, et c'est aussi parfois pour le pire, parce que en fait le pire existe. Mais honnêtement, quand on regarde à chaque fois qu'il y a une problématique réseaux sociaux, c'est un moyen, les réseaux sociaux, c'est une fin pour personne. Donc en fait, c'est exactement comme le problème des chaînes d'infos. Est-ce qu'on est pour ou contre théoriquement le fait que des chaînes fassent de l'info en continu, et donc parfois par le fait même qu'elles existent en continu, sont obligées pendant 2 heures de brasser du vent, pour le dire de manière très désagréable, mais ce qui est parfois un peu la vérité. Mais en fait, les chaînes d'info existent. Donc une fois que ça existe, comment est-ce qu'on s'en sert en fait? Et après, il faut bien se rendre compte aussi que l'exigence qui doit être la nôtre, c'est d'être nous libres dans ce qu'on fait, exigeants dans ce qu'on fait, de servir à la fois la vérité, mais aussi par honnêteté en fait, de faire correctement notre travail. Et ça, on peut se l'infliger à nous-mêmes, à la fois sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur les chaînes d'infos, dans nos journaux quand on y est invité. On ne pourra pas contraindre les autres en fait. Moi, je suis vraiment pas de gauche, et ni de près ni de loin, je ressemble à Saint-Just, quoi. Et du coup, en fait, je pense que même les gens qui veulent me faire taire, j'ai pas envie de les faire taire en fait. J'ai envie de les convaincre, ça c'est sûr. Et donc, sur les réseaux sociaux, oui, il y a des gens en fait, je préférerais qu'il se passe autre chose dans leur tête que ce qui se passe en fait réellement. Mais ça, je pourrais le faire que en essayant de les convaincre, en essayant de travailler, en m'adressant à leur intelligence, à leur cœur, à leur tout ce que vous voulez. Mais en fait, je vais pas passer mon temps à me dire si jamais les réseaux sociaux n'existaient pas, ce serait mieux. Je peux le penser, mais en fait, ils existent. Donc, il faut faire avec. Et en fait, cette chasse à est-ce qu'on les interdit, est-ce qu'on lève l'anonymat, est-ce qu'on fait... De toute façon, on sait qu'on n'arrivera à rien puisqu'ils nous échappent en toute chose, ces réseaux sociaux. Ils sont quasiment plus forts que les États eux-mêmes. Donc, acceptons qu'ils soient tels qu'ils sont. Faisons notre travail et essayons de convaincre les gens qui y déversent parfois effectivement le pire. Vous dites que les réseaux sociaux échappent au pouvoir de l'État, mais on a vu récemment, par exemple pour la loi Avia, qu'on voulait sanctionner les propos haineux. Quel regard vous portez justement sur ces règles? C'est un très bon exemple parce que ils échappent au pouvoir de l'État, c'est-à-dire que ils échappent tellement au pouvoir de l'État que l'État est obligé de leur donner les rênes de la censure. Parce que c'est ça la loi Avia, c'est l'État qui dit aux réseaux sociaux, puisqu'on ne peut pas nous-mêmes contrôler ce qui se passe en fonction de nos propres lois, on va exiger de vous qu'en 24 heures, en gros, à moins qu'on vous colle une énorme amende, en 24 heures, vous devez supprimer les propos haineux. Sauf que c'est un peu la question de la neutralité tout à l'heure qu'on pensait pour les journalistes. Facebook, c'est pas créé par un robot, en fait, c'est créé et géré par un groupe de personnes qui, en l'occurrence, ont une ligne politique très claire, dont ils ne se sont jamais cachés par ailleurs, qui sont très progressistes pour le faire très largement. Et du coup, qui vont... en fait, moi, je veux bien qu'on dise la haine est interdite. C'est absurde, la haine est un sentiment. En fait, il y a des gens qui... Donc, en fait, c'est les conséquences de la haine qui sont aujourd'hui punies. Or, aujourd'hui, on va dire aux réseaux sociaux, vous supprimez ce qui, pour vous, est de la haine. Mais sans aucune définition, en fait. Donc, un appel au meurtre dans une vidéo, c'est effectivement haineux, mais un propos, par exemple, qui va contester la politique d'immigration aujourd'hui en France, c'est considéré aussi par Facebook comme un contenu haineux. Donc, en fait, comment est-ce qu'on gère entre les deux? Donc, mais c'est un très bon exemple, puisque l'État n'a tellement pas le pouvoir sur ce qui peut être dit ou non sur les réseaux sociaux, qu'il confie les rênes aux réseaux sociaux eux-mêmes, et sans définition très stricte de ce qu'il est possible de dire ou pas en vertu de la loi. Alors c'est évidemment liberticide puisque c'est entre les mains du fondateur ou des groupes qui gèrent aujourd'hui les réseaux sociaux. J'ai pris l'exemple de Facebook, mais c'est vrai pour tous. Et c'est entre leurs mains, qui sont des groupes privés, avec des chartes qui leur appartiennent, et c'est leur droit le plus strict, mais que l'État remette à ces gens-là le droit et le pouvoir de censurer l'expression de tous les gens qui sont sur ces réseaux-là, ça me semble un peu ubuesque. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, pour une fois, est d'accord avec moi. Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et on se retrouve après pour la conférence diffusée en direct sur Facebook. Merci. Merci. Merci.